Merci à tous et à toutes. Merci à ceux et celles qui ont bien voulu ne pas profiter du temps nouveau qui nous tombe dessus, comme la misère sur le pauvre monde. Voilà une belle formule. Et merci à tous ceux qui sont présents, qui sont pour tous mes amis mes futurs amis, et je l'espère, mes amis de toujours. Il y a les absents, bien sûr, ont toujours tort, tant pis pour eux. Dans la première partie de ma causerie, je vous parlerai de l'art brut. Et dans la deuxième partie, je vous ferai part de mon expérience en tant qu'artiste privilégiant cette forme de manière de faire, de manière d'être, de manière de s'exprimer, qui est une manière non conventionnelle. En ce cas-là, je crois que vous allez être surpris, malgré le peu d'enthousiasme que je semble démontrer au départ et le peu de sûreté que je semble avoir dans mes propos. Donc, si vous n'êtes pas content de la première partie, rassurez-vous, la deuxième partie, qui consistera à voir quelques-unes de mes œuvres, saura, je l'espère, vous contenter, et sinon vous enchanter, au moins ne pas vous assassiner. Alors, en vous entretenant ce soir de l'art brut, je ferai mentir l'expression mise de l'avant par quelques scolastiques du XVe siècle. Des goûts et des couleurs, on ne dispute pas. On ne dispute pas. Mais avant ça, il faudrait quand même que je remercie mon ami Clément, qui a généreusement pris le risque de me présenter sous une manière un peu bizarroïde et qui m'a moi-même étonné. Dans tous les cas, je crois que Clément, ainsi que Yvon, dans la mesure de mon cheminement, qui est exceptionnel, bien sûr, m'auront aidé à parfaire ce que je suis. Donc je les en remercie. Des goûts et des couleurs, on ne dispute pas. Ou, en langage vernaculaire, des goûts et des couleurs, on ne discute pas. Bizarrement, en faisant référence aux réunions que nous avons eues ici au cercle passé, Madame Boyer, postdoctorante en matière d'art, qui nous a donné déjà une conférence, avait intitulé celle-ci « Peut-on discuter des goûts et des couleurs ?» Effectivement, ce soir, je me propose avec vous de discuter des goûts et des couleurs. C'est Paul Valéry qui, dans un de ses livres, tel quel, Rome, a dit que justement, c'était essentiel pour nous, non pas de taire ce que nous voulons discuter, mais de le dire, de le clamer haut et fort. Alors ce soir, sur l'art brut, je vais vous poser une question. Qui a entendu parler de l'art brut de vous? Ah, ben, il y a au moins un tiers de l'assistance qui en a entendu parler. Un tiers, bon. L'art brut, finalement, en quelques mots, on peut l'opposer au bel art. Le bel art, l'art académique, l'art officiel, ou le grand art. Cet art brut a été théorisé par un peintre que peu connaissent, là encore, mais qui a été, de tous les peintres de la moitié du XXe siècle, de la première moitié du XXe siècle, un peintre éminemment utile, si vous voulez, à la profession, en ce sens que, en plus de son œuvre personnelle, il a su théoriser ce qu'était l'art brut. L'art brut, grâce à ses efforts, a acquis des lettres de noblesse pour le faire reconnaître et s'affirmer. Ils se traduisent par des expositions d'importance et des musées qui lui sont consacrés.
deux musées de l'art brut sont excessivement présents dans le monde de cette expression. C'est le musée de l'art brut à Lausanne, que Mme Aglaé doit connaître, ainsi que le LAM. Le LAM qui est le musée des beaux-arts de Lille. Lille, ville du nord de la France, qui donne une part belle à l'art brut. Bref, pour l'art brut, on constate depuis les années 1950, date où Jean Dubuffet a théorisé ce qu'était l'art brut, on constate un intérêt de plus en plus grand. Mais enfin, ça, ce serait d'être un peu trop optimiste, parce que cet intérêt, si on regarde dans les livres d'art ou dans les recensions qui en sont faites, on se rend compte que vraiment, l'art n'est pas nécessairement bien connu. L'art brut, je ne dirais pas jusqu'à insulter les habitants d'autres mondes, mais l'art brut, c'est du chinois. L'art brut est considéré comme étant l'art naïf, l'art populaire, etc., etc. Alors finalement, l'art brut, c'est, comment vous dire, c'est un art qui n'est pas réservé à une élite. C'est un art qui est spontané et qui est issu pour la plupart du temps de créateurs qui n'ont pas une sensibilité, qui n'ont pas une culture académique ou professionnelle qui les fait se rattacher directement au monde de l'art. C'est-à-dire que la plupart du temps, même, on va trouver des artistes qui représentent l'art brut chez les marginaux, chez les réprouvés, chez les criminels même, chez les asociaux, etc., etc. Bon, ce qui n'est même pas limitatif. Alors finalement, ce que Dubuffet a fait, c'est qu'il a dit, finalement, moi ce que j'aime dans l'art, c'est de voir plutôt qu'un diamant bien taillé, ce que j'aimerais, c'est voir dans le diamant, j'aimerais voir toute la force qu'il a avant d'être taillé, et même ses défauts s'il en a. Alors il est inutile de vous dire que dans l'explosion, dans la floraison d'œuvres d'art à laquelle on assiste, aujourd'hui, voir des défauts dans l'art, il y en a en masse. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on fait un mauvais tableau que nécessairement on est associé à l'art brut. Alors, qu'est-ce qu'il faut aller chercher dans l'art brut? Dans une œuvre qui apparemment est mal faite, bizarre, rébarbative, il faut aller chercher une œuvre même qui s'écarte des sentiers battus, des normes reconnues et acceptées. Il faut aller chercher en elle, ou avoir la force d'y trouver des sentiments que nous croyons évanouis ou perdus. Il faut voir dans l'œuvre d'art brut une capacité de voir et d'éprouver tant une joie ressuscitée, de découvrir autant que de connaître. Ainsi, au-delà des artifices esthétiques, que ce soit la perspective, les ombres, les proportions, les touches, enfin, tout ce qui touche à la technique de l'art, une œuvre brute pourra nous faire découvrir des réalités autrement plus colorées que les nanas de Niki de Saint-Phal, des réalités plus rigoureuses que les tableaux de Mondrian, plus claires qu'une toile de Malevich, plus sombres qu'une toile de Soulages, plus fantaisistes qu'une pirouette de Picasso, plus imaginatives qu'un rêve de Dali, ou plus tristes et inquiétantes que les créatures ou les monstres de Goya ou de Bosch. Bref, jusqu'ici, est-ce que ça va? Est-ce que vous m'entendez bien? Rapprochez un petit peu. Oui? Ah bon, vous auriez pu me le dire avant. Vous avez perdu le maximum de ce que j'avais dit. Plus près encore. Inconsolable. Oui. C'est entre les années 40 et 50 du dernier siècle que Jean Dubuffet, 1985, peintre autodidacte donc, et théoricien de la culture, donna quelques définitions, dont celle aujourd'hui consacrée et commode, d'art brut à des productions de différentes natures, art faisant place aux réalisations, comme je le disais tout à l'heure, de créateurs inconnus, art débarrassé du jugement du beau et allant résolument à contre-courant de l'art officiel. Parallèlement à la réalisation de son œuvre, une œuvre qui incite à la confrontation et au scandale,
mais tout de même assez éloigné de l'art brut, Dubuffet s'est mis à collectionner des peintures et des dessins, des sculptures, qu'il a recueillies parmi la faune diverse des malades mentaux, des repris de justice et autres négligés de la société bien pensante du temps. Alors cette collection devint vite objet de discussions enflammées pour ou contre cette manière impertinente de présenter ce qu'il était encore difficile de nommer art. Le nom de Dubuffet, ardent polémiste, devint célèbre et aurait pu prétendre au titre de pape de l'art brut, tout comme André Breton fut surnommé le pape du surréalisme. André Breton, que je mentionnerai plus tard, et qui fut avec quelques autres figures, telles Jean Paulhan, un des membres fondateurs de la Compagnie de l'Art Brut. La collection de l'Art Brut, d'abord installée à Paris en 1947, sera déménagée à New York, reviendra à Paris pour être accueillie dans la ville de Lausanne en 1976, où elle loge encore aujourd'hui. Au cours des années, Jean Dubuffet et son équipe a constitué un musée qui abrite plus de 5000 œuvres. 5000 œuvres, plus une correspondance extraordinaire concernant cette manière de s'exprimer, l'art brut. Et il a aussi fondé ce que l'on appelle les fascicules de l'art brut. Les fascicules de l'art brut qui ont publié différentes monographies ou études sur quelques artistes dont certains sont devenus des figures phares du mouvement et dont je vais vous parler tout à l'heure. Mais l'art brut n'est pas né d'une définition, ni d'une théorie, ni d'un fondateur, fût-il Jean Dubuffet, ni d'un projet clairement concerté, et encore moins de l'uniformité. C'est d'abord par les travaux d'un psychiatre allemand, collectionneur de production de ses patients, Hans Prinzhorn, vous m'excuserez l'accent, que Dubuffet s'intéressa aux expressions de la folie. Expression de la folie, c'était le titre d'un ouvrage qui eut en son temps une forte audience, et qui fut aux origines d'une nouvelle conception plus humaine de la maladie mentale et des moyens, sinon de la guérir, du moins de mieux l'apprivoiser. De mieux, j'irais jusqu'à dire, la civiliser. Au plan politique, cette conception toute moderne de considérer les réalisations d'artistes, j'allais dire anormaux, je m'excuse, marginaux, c'est quand même plus digeste, accepter ces artistes marginaux sous une valeur artistique, eut des adversaires acharnés. Et ainsi, en 1937, à Munich, maintes œuvres de la collection Prinzhorn, c'est-à-dire des œuvres marginales, avec d'autres œuvres, parmi lesquelles des œuvres surréalistes, cubistes, impressionnistes, furent exposées au regard de plus de 2 millions de spectateurs et de visiteurs dans une exposition intitulée « Art dégénéré ». Alors si vous ne savez pas ce que c'est que l'art brut, l'art dégénéré, ça vous donne déjà une idée de ce que les adversaires de cet art inventent comme épithète pour le qualifier. Déjà en 1901, alors bien sûr, cet art dégénéré était présenté, et j'allais l'oublier, comme antithèse de l'art qui était privilégié par le régime nazi à l'époque et qui était l'art héroïque. L'art héroïque, c'est un art constitué par des œuvres dont une peut-être, je vais risquer quelque chose d'un peu gros, mais dont une a sa place à Trois-Rivières. C'est la porte Pacifique du Plessis. Ah. La porte Pacifique du Plessis m'a toujours semblé comme une très mauvaise illustration de cette période qui aujourd'hui nous fait un peu peur, nous répugne, avec des lignes fortes, où on sent la puissance, la rigueur, bref, on sent quelque chose de malsain dans la rigueur. Bon, mais ça, je vous préviendrai si ça ne vous convient pas de payer ça, et puis ça pourrait m'en tirer des ennuis. Enfin. Déjà en 1901, et là j'en reviens à ma description de... Excusez-moi, ma description de l'art brut. Déjà en 1901,
sous le pseudonyme de Marcel Réja. Vous pouvez l'oublier son nom, Marcel Réja. C'est un médecin français. Le docteur Paul Meunier fit paraître un livre intitulé « L'art chez les fous ». Et là encore, si vous vous posez la question, l'art brut, c'est quoi? Ben, vous pouvez dire, ah, ben, c'est l'art des fous. Peut-on être d'accord avec ça, oui ou non? Je ne sais pas. Mais bref, à l'époque, c'était de convention de pouvoir dire, oui, on peut aller dans ce sens-là, et puis dire, bon, l'art chez les fous, et puis il n'y avait pas cet aspect péjoratif que l'on voit aujourd'hui. Ce monsieur, Marcel Réja, a été un des Marcel Réja, son pseudonyme, mais ce docteur Paul Meunier a établi déjà une certaine parenté en 1901, je le rappelle, entre les productions enfantines, celles des primitifs et celles des aliénés. D'autres éminents médecins de l'âme, à des degrés divers, se sont aussi intéressés à la réhabilitation des malades par la voie artistique, insistant sur la réintégration du patient à l'intérieur du cadre social. En vrac et puis en limite, je cite Binet et son test, Rorschach et ses taches d'encre, Jung et ses mandalas, sans oublier bien sûr Pinel et son institut pour les Québécois que nous sommes. C'est une introduction maladroite, mais enfin, on va passer à une période, si vous voulez, de questions préliminaires. Est-ce que vous avez déjà une idée de ce que c'est que l'art brut? Est-ce que vous voulez en savoir davantage? Ben oui, ben oui. Oui, oui. Quoi? Que voulez-vous savoir? Tout. Alors, est-ce qu'il y a des questions qui émergent? Moi, je suis allée sur Wikipédia. Ah, un instant. Oui. Et puis, elle faisait plus référence justement à la folie. Et puis, il montrait quelques exemples. Et c'était. Attendez une petite minute. Ouvrez-le. Sur le côté, clique, oui. Il n'y avait pas plusieurs exemples, mais quelques-uns. Et puis, c'était un tableau qui me semblait, en bon français, quelque chose de clean, là, vraiment un agencement de couleurs. C'était solide là, comme tableau, là. Sauf que, par exemple, il y avait comme des tours qui penchaient, il y avait quelques petits éléments qui sortaient, disons, là, de la perspective, mettons. Mais ça semblait solide comme art, quand même. Mais est-ce que vous avez... C'était pas infantile. Est-ce que vous avez pu retrouver dans ce tableau des éléments qui vous l'ont fait trouver étrangers? Est-ce que vous avez senti des éléments étrangers dans ce tableau, ou des éléments qui vous heurtaient, des éléments avec lesquels vous n'étiez vraiment pas d'accord? Ou est-ce que vous auriez pu accrocher ça, à la rigueur, je dis à la rigueur, dans votre cabinet de toilette? J'allais dire dans votre salon, mais... non, mais à quelque part, j'étais un peu jaloux quand j'ai vu ça, parce que je me disais, c'est de l'art brut. Puis moi, je travaille un peu la peinture, mais je fais rien d'extraordinaire. J'étais un peu jalouse de voir tout le détail qu'il y avait là-dedans. C'était vraiment une grande minutie. Et oui, ça s'accrochait quelque part. Là. Oui, Oui. Je ne veux pas savoir de quel tableau vous parlez. C'est un tableau qui est souvent pris en exemple. C'est un tableau de Wolfli dont je vais parler tout à l'heure. Wolfli, je m'excuse parce que c'est dur à prononcer, mais Wolfli. Ah. Monsieur? Comment décririez-vous sur le plan... Comment décririez-vous sur le plan formel, justement, ce qu'est l'art brut? Parce qu'on peut bien dire, c'est toutes sortes de lignes, c'est toutes sortes de mélanges qui ressemblent peut-être à de la folie. Vous en avez parlé sur le plan, on pourrait dire, spirituel, l'esprit, mais sur le plan formel, à quoi ressemble un tableau? Comment décririez-vous un tableau? Ben, on pourrait procéder par la négative, on pourrait dire l'art brut, ce n'est pas, par exemple, l'art naïf. Alors que on pourrait trouver des parallèles. L'art brut, ce n'est pas l'art académique, c'est évident. L'art brut, ce n'est pas non plus l'art des fous.
Ce n'est pas parce qu'on est fou qu'on fait nécessairement de l'art brut quand on peint une toile ou quelque chose. Alors finalement, l'art brut se distingue autant par ce qu'il n'est pas conventionnel au départ, que parce qu'il nous frappe, et pas sur le plan de la qualité esthétique. Il nous frappe, l'art brut, sur le plan des émotions. Il va en dedans de nous. C'est-à-dire que si je prends, encore une fois, la pirouette de Cocteau, l'art brut, on pourrait dire, c'est un mensonge qui dit la vérité. Voilà. C'est beau, ça remplit. C'est un mensonge qui dit la vérité. Mais au-delà de ça, ça s'adresse autant à celui qui s'exprime dans le geste. Clément Loranger nous a souvent parlé du geste de peindre. Au-delà du geste de peindre, il y a aussi de la part du spectateur le geste de voir, mais plus que de voir, d'être pénétré, d'être touché par l'œuvre. Et quand une œuvre nous touche, elle a beau être pas du tout académique, elle a beau être rébarbative, c'est de l'art brut. C'est de l'art brut. Et c'est pas nécessairement, encore une fois que je le dis, c'est pas parce que quelqu'un est fou qu'il va faire de l'art brut, ce n'est pas parce que quelqu'un fait un tableau qui a des tendances enfantines que c'est de l'art brut. C'est autre chose que ça. Et il faut que ça nous touche à nous personnellement. Et il faut aussi ne pas trop tenir compte du bagage artistique que traîne avec lui le créateur, ou le peintre, ou le sculpteur, ou etc. Il faut être à distance de ça. Et il faut que cette distance soit quand même présentable et qu'on puisse l'absorber. Madame. Si je comprends bien, Maurice, ça veut dire que l'œuvre en tant que telle n'a pas de titre. Ça n'existe pas, l'art brut, là, comme on dit, l'art naïf, le surréaliste, etc. C'est nous qui définissons quelle toile qu'on a envie de dire. Ça, pour moi, ça vient me chercher. Il y a des éléments qui ressortent à travers la technique, si on veut. Je vais parler de la différence, par exemple, qu'il y a entre l'art brut et l'art naïf. Et si vous le permettez, on va y passer tout de suite. Je vais passer quelques pages. Et entre l'art brut et l'art naïf, par exemple. L'art naïf est considéré, et ça c'est pas une critique que je fais de l'art naïf, okay, mais par rapport à l'art brut. L'art naïf est considéré, sauf exception connue, comme le douanier Rousseau. Tout le monde ici a vu des œuvres du douanier Rousseau. Comme chacun le sait, d'ailleurs, le douanier Rousseau n'était pas douanier. L'art naïf est considéré comme un aimable passe-temps réservé aux peintres du dimanche, metteur en scène de l'imagination, une imagination étouffée, qui veulent seulement rapporter méticuleusement et consciencieusement tant une scène urbaine, rurale, qu'une pratique relevant du sport, du commerce ou de la religion. Le sens du détail, l'anecdotique, chez un artiste naïf, une sorte d'esprit comptable, noie l'ensemble comme si la multiplicité des efforts et même le talent de l'artiste n'arrivaient pas à cacher l'insignifiance des sujets traités, y compris grand-maman caressant le chat ou Pépé tirant sur sa pipe. Alors tout ça sous une candeur faussement enfantine. Alors c'est ça l'art naïf. L'art naïf, à la rigueur, on peut l'apprécier, on peut l'aimer, mais l'art naïf se tient toujours à distance. Je regarde ce tableau, mais ce n'est pas de l'art naïf. Derrière. Celui qui est derrière toi, est-ce que c'en est un? Non, ce n'est pas de l'art naïf non plus. Non, brut. Brut, oui, peut-être, mais encore là, si je regarde la signature, oui, ça me semble assez brut. Mais il faudrait peut-être aussi demander à l'artiste, est-ce qu'il est sûr d'appartenir à cette classe d'art brut? Je ne crois pas, parce que techniquement l'art brut ne fait pas beaucoup vendre. Et ça, alors,
C'est un peu ce que je disais, que l'art naïf n'a pas de prétention que de nous montrer le réel, même s'il est d'une mièvrerie désespérante, infantilisante. Alors que l'art brut, par ses excès démesurés, sa violence créatrice, et là je vous sens tout tremblant parce que vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il va nous montrer tout à l'heure, hein, ça peut nous faire entrevoir le surnaturel, même si ce surnaturel est parfois débordant de cauchemars les plus sombres. Voilà. Et alors ça, c'est pour répondre un peu à votre question, mais pour en finir avec cette comparaison entre art brut et art naïf, histoire de ne pas passer à vos yeux pour un haineux ou un prétentieux, j'avoue ne pas complètement détester l'art naïf. Sa fraîcheur, son innocence me font parfois sourire. Certaines évocations dignes des cartes de Noël me rappellent le temps des fêtes, et ces couleurs pastel me donnent envie de manger des glaces napolitaines. L'art brut, quant à lui, me met presque triste, mal à l'aise, songeur. Ces étrangetés, ces grimaces me renvoient trop fortement au bas-fond de moi-même. Mais qui puis-je? Afin de me remettre sur pied, je vais vous parler maintenant, à moins qu'il y ait des questions. Oui, Madame Julie. La question que je voudrais poser, c'est si l'art brut est défini par le spectateur, si la personne qui regarde l'art brut et se trouve touchée et dit, bon, pour moi ça c'est de l'art brut parce que ça m'atteint quelque part, est-ce que la définition de l'art brut dépendrait de la brutalité du spectateur? Peut-être, peut-être. C'est une très bonne question. Ma réponse, elle est ambiguë. Peut-être. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais commencer par une remarque. Moi, j'ai trouvé extraordinaire les quelques traits qui caractérisent l'art brut, plus net que Mondrian, plus saisissant que tel. Donc, c'est l'au-delà des arts. Oui, oui. Et ça, c'est tout un programme. Quand on dit que il y a un point philosophique là-dedans de rechercher, pas la transcendance, je trouve, mais quelque chose qui dépasse l'esthétisme, l'esthétique, et qui est quand même plus bouleversant, plus touchant que tous les courants d'avant-garde ou traditionnels. Ça, si vous réussissez à nous amener jusque-là, on n'aura pas perdu notre temps. Hein. C'est quelque chose quand même. Non, mais c'est tout un programme. Oui, c'est comme je le soulignais au début, vous êtes vraiment chanceux ce soir. Privilégié, c'est le mot. Il faudrait avoir des reproductions, quelques-uns. J'ai cherché chez moi, mais aucun livre d'art ne parle de l'art m'a brut. montré, parle, mais à des reproductions. Alors, les fascicules que vous avez mentionnés, Oui, les fascicules de l'art brut. il faudrait il y en a les faire 26. venir pour la bibliothèque de l'université, peut-être. Non, mais personne ne le dira de toute façon. Hein. C'est On n'est pour pas intéressé à savoir, on est les intéressé images. à voir la plupart du temps. Parce que nous parlons de quelque chose que nous ne voyons pas. C'est quelque chose de visuel que nous essayons de décrire, mais il faudrait une image. Madame Aglaé, vous me permettez de m'adresser à vous parce que je vous connais depuis assez longtemps. Vous êtes une des rares personnes ici à qui j'avais parlé de ma conférence et je vous avais dit, oui, je vais apporter des reproductions. Malheureusement, l'art brut a été comme toute forme d'art, ou presque, sauf peut-être, et encore, le cercle des fermières et son macramé, on ne sait jamais, mais des fois ça a plu. Je me rappelle dans les années 70, qui n'avait pas son pot de fleurs entouré de son macramé, de son porte-pot en macramé. Vous m'avez dit, oh, il faudrait
Voilà. que vous apportiez des reproductions. Et je vous avais dit oui, malheureusement pour moi, mea culpa, mea minima culpa. Minima. Minima, oui, pas exagérer quand même. Pas trop quand même. Je me suis renseigné et il n'y a pas une œuvre d'art mentionnée dans des livres, mentionnée dans des musées, qui ne bénéficie pas d'un droit d'auteur. Or, comme cette conférence, cette conférence, j'aime pas le mot, cette causerie est diffusée à travers le monde par l'intermédiaire d'Internet, j'ai trop peur d'être un jour poursuivi. Sait-on jamais? Il faut espérer en tout. Alors c'est pour ça que j'ai eu l'envie presque d'être un déviant et puis de vous le montrer quand même. Mais je me suis dit non, avec la technique d'aujourd'hui, on ne peut pas faire ça. Alors j'ai préféré vous apporter mes œuvres que vous allez voir tout à l'heure, et je vous avertis qu'elles vont dépasser tout ce que vous avez pu imaginer. Je l'espère. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On continue. On continue? Où j'en ai déjà? Je vous fais grâce de quelques... Bref. Je vais vous parler de 3 types de l'artiste art brut. Je vais vous parler d'abord de l'artiste obsessionnel. Je vais vous faire le portrait d'un artiste obsessionnel. Peut-être ne le connaissez-vous pas, mais peut-être va-t-il vous dire quelque chose. Le facteur cheval. Qui a entendu parler du facteur cheval? Bon, 2 personnes. Bon, c'est mieux que rien. Mais le facteur cheval n'est pas un peintre. C'est un monsieur. C'est le facteur cheval. Bon, facteur cheval. Et bien que son travail ne se ressortisse pas de la peinture, mais plutôt de l'architecture ou plus modestement de la maçonnerie, on constate que l'art brut peut s'exprimer sous bien des formes, par diverses techniques, autant que par divers matériaux. En matière d'art brut, je dirais que tout fait ventre. Tout fait ventre, ça peut être aussi bien un morceau de tissu, une guenille, un morceau de carton, peu importe, il ne s'agit pas d'employer des crayons Staedtler ou peu importe, ou des pinceaux en poil de martre, ça peut être les doigts, ça peut être n'importe quoi. Parce que, encore une fois, si l'œuvre se supporte elle-même, si l'œuvre arrive à nous toucher, peu importe le support, peu importe comment elle est faite, peu importe comment elle va aller justement jusqu'à nous. Okay, ce n'est pas une question de marque, c'est une question de puissance. C'est une question de puissance qu'elle a en elle-même. Point. Alors, tout fait ventre. Contrairement au peintre, le facteur cheval, dont je vais vous raconter l'histoire, qui est d'ailleurs une très belle histoire, trouva son inspiration en trébuchant sur un caillou du chemin. Le facteur cheval, comme son nom l'indique, n'était pas un cheval, était un facteur. Un facteur rural, comme on l'appelait à l'époque. Et tous les jours, il faisait une tournée qui équivalait à peu près à 25-30 km à pied. Il trébucha sur un caillou du chemin. Et ce simple caillou lui donna l'inspiration et l'énergie nécessaire pour accomplir son œuvre. Et le soir venu, un soir, le soir de cette rencontre avec ce caillou, il a repris sa tournée, sa brouette, et il est allé chercher des pierres. Et en regardant sa première pierre, dont il a fait la pierre de touche de son palais idéal, il s'est dit, Dieu m'a donné cette pierre, moi, je vais être le maçon de cette pierre. Je vais en faire, avec d'autres pierres, je vais en faire un maçon. Et alors, ce simple caillou lui donna l'inspiration et l'énergie nécessaire pour faire pendant plus de 30 ans
pour accomplir, si vous voulez, l'œuvre de sa vie, qu'il termina d'ailleurs par aussi la construction de son tombeau. Autrement dit, la matière la plus noble, la plus ordinaire, un bout de bois, de la poussière diluée avec un peu d'eau, sont capables de créer un univers à la mesure de notre compréhension ou même à la démesure de notre incompréhension. Beaucoup voient dans les constructions du facteur cheval autant de chefs-d'œuvre de l'art naïf, et c'est là que j'ai répondu tout à l'heure à la question. Quelle différence y a-t-il entre l'art naïf et l'art brut? L'art brut, le palais idéal du facteur cheval, en est une représentation assez extrême. 12 mètres de haut, 26 mètres de long. Imaginez-vous avec votre petite brouette, tous les jours, après votre journée de travail, encore que si vous êtes fonctionnaire, le journée de travail, ça ne compte pas trop, mais si vous êtes facteur à pied, et vous représentez 2 fois votre tournée, travail exceptionnel. 31 ans qu'il a mis à bâtir son palais idéal, et 8 ans pour finir son tombeau. Alors, chez le facteur cheval, l'art brut, ça consiste en quoi? À appeler une pierre avec une autre pierre. La pierre boit le ciment. Et pierre sur pierre, les pierres finissent par exprimer autre chose que la pierre. Par une fabuleuse transmutation, la matière brute finit en une fleur, en un génie, en un monstre, en une figure aimée, en un corps désiré, en une vie rêvée, en une œuvre accomplie. Afin de vous imaginer ce qu'a été le facteur cheval, vous pouvez taper facteur cheval, puis vous allez tout de suite voir sur notre fameuse encyclopédie Wikipédia, vous allez voir sa construction qui va vous faire penser au temple Khmer, principalement. Le temple Khmer, mais d'une façon spectaculaire. Et vous dites, ça c'est l'œuvre d'un seul homme. C'est absolument fabuleux. Art brut. Et afin de me remettre sur pied et de me rendre la vie supportable, dans mes rêves les plus impossibles, il m'arrive d'imaginer ce que serait aujourd'hui la basilique de la Sagrada Familia de Gaudi, issue de la rencontre, justement, la rencontre fortuite entre Gaudi et le facteur cheval. Alors, vous voyez, ça c'est déjà un point. Je n'ai pas la prétention de vous faire une typologie. 10 minutes. Il reste 10 minutes. 10 minutes pour vous Avant tracer la pause. tout un monde. 10 minutes. Ah, il faut que je ressuscite. Le deuxième, est-ce qu'il y a des questions sur le facteur cheval, qui, comme tout le monde le sait, oui, Madame Judith, Est-ce qu'il est enterré finalement dans son tombeau? je crois qu'il est enterré dans son tombeau. Bon, c'est ça. Il a eu une... Mais il a fallu qu'il déplace le tombeau de sa fille pour construire lui-même son tombeau à lui. Et il a fallu qu'il demande tout un tas de permissions spéciales pour avoir le droit d'être là. Et je crois qu'après encore, il a été désinhumé, si on peut me passer l'expression, désinhumé, c'est-à-dire mis ailleurs. Et son tombeau lui a quand même demandé 8 ans de travail. Mais il faut se rappeler, le tombeau est beaucoup plus modeste que son palais idéal, mais beaucoup plus fouillé aussi, au point de vue symbolique, au point de vue... Mais quand on pense que une seule énergie, un seul bonhomme a mis 31 ans pour construire
il faut le voir, et je vous invite à aller voir sur Wikipédia son palais idéal. C'est ça qui m'inquiétait après tout ce travail. Est-ce qu'il était dedans? Non. Non, mais aujourd'hui, vous pouvez le visiter. Mais est-ce qu'il est là? Non, mais le facteur cheval est mort il est mort, voyons. Après 31 ans, Non, il mérite d'être enterré là. Non, après 31 ans de travail pour construire Palais. son palais, il a mis 8 ans de plus pour construire son tombeau. Oh, il y a un palais et un tombeau. Oui. Oh, ok, mais maintenant je comprends. C'est très beau. C'est très beau. Enfin, il faut En y aller. France? Où en France? Pardon? Oui, Dans quelle place en France? dans le nord. Le nord, au nord. Il me reste, dis pas qu'on ne peut pas entrer dans un tel palais. On ne va pas pénétrer. Oui, tu peux le voir. Oui, le voir, mais entrer dedans. Mais où est l'endroit? Mais enfin, ça ressemble à un temple d'Angkor. Ça ressemble à... On peut faire le tour, on peut monter comme un chemin de ronde sur un... Mais Le site. dans cette lignée-là, vous avez aussi, puisque ça vous semble aussi intéressant, vous avez aussi dans les rochers de Roténeuf, de l'abbé Fouéré. Vous m'excuserez du nom, c'est pas moi qui l'ai inventé. L'abbé Fouéré, à peu près à cette période-là, c'est le début du XXe siècle, a sculpté à Saint-Malo, que tout Québécois connaît, il a sculpté à Saint-Malo plus de 300 figures sur des rochers, à même le rocher. Grandeur nature, dépassant la grandeur nature, et s'il y en a qui ont la fibre québécoise bien tendue, ce que je crois qui peut, d'un certain peu, hein, il a sculpté même beaucoup de portraits de... Comment il s'appelle? Le mot m'échappe. Saint-Malo. Qui Jacques Cartier, voilà le mot. Non, c'était pour vous tester. Et puis, je me raconte que... Alors, finalement, bon, les rochers de Roténeuf, allez voir sur Wikipédia, vous allez voir que les rochers de Roténeuf, encore là, l'œuvre d'un seul homme. C'est absolument exceptionnel. J'appelle ça, moi, des gens qui sont frappés par ce... Non pas par cette maladie, mais par cette... Cette passion. Obsession. Obsession. Une obsession. Maurice, Une obsession. il nous reste 5 minutes. 5 minutes. Oui. Eh bien, en 5 minutes, je vais essayer de Pour vous la tracer pause seulement. le portrait d'un artiste médiumnique. Ou médiumnique. C'est celui de l'œuvre d'Augustin Le Sage. Augustin Le Sage, vraiment un représentant de l'art brut, 1876-1953. C'est le premier artiste admis par Jean Dubuffet, dont je vous ai parlé en premier, dans la collection de l'art brut. Le type même de l'artiste inspiré par ce qu'il nous dit être des puissances supérieures, des dieux ou des entités mystérieuses qu'il reçoit l'ordre d'accomplir sa mission. Comme chez le facteur cheval, qui, je le répète, n'était pas un cheval, mais Marcel Leboeuf n'est pas un bœuf non plus. La pratique de l'art, pour le sage, chez l'un le travail sur la pierre et chez l'autre le travail sur la toile, est directement commandée par une volonté qui fait d'eux de simples exécutants. Ils n'ont pas la prétention d'être, comme aujourd'hui on en voit beaucoup, des artistes qui disent « c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait cette œuvre ». Alors, guidés par une main quasi divine, ils doivent impérativement s'effacer devant des commandements nébuleux qui viennent de lointain passé. Et pour ce qui est de le sage a entendu, alors qu'il était dans sa galerie, « Un jour, tu seras peintre ». Il avait 35 ans. Et dès ce jour, il entreprit d'obéir à cet impératif, en plus de se découvrir des talents de guérisseur, pour lesquels il fut poursuivi puis acquitté. Et délaissant son métier de mineur, il entreprit sa carrière de peintre qui lui valut une renommée nationale. Un voyage en Égypte finit de convaincre qu'il existe une parenté d'esprit, une similarité inexplicable, sinon par une intervention divine, entre sa production
et une fresque découverte dans la vallée des rois. Le sage, peintre mineur, puis peintre majeur, peignit jusqu'à son décès quelques 800 toiles. Certains de ses adeptes, et non plus amateurs, voient en lui un guide révélateur de vies antérieures. Mais c'est là où l'histoire d'Augustin le Sage se détache de l'histoire de l'art brut. Le Sage a été en quelque sorte récupéré par l'art officiel, tellement que, paraît-il, une de ses toiles ornait le bureau du président Roosevelt, ce qui ne donne pas d'ailleurs plus de qualité à son œuvre, et qui, encore une fois, est une œuvre relativement singulière, parce qu'on ne peut pas la rattacher à une école existante. Il est à remarquer que le Sage en son temps, et ça va être ma dernière remarque avant la mi-temps, j'allais dire, le Sage a pu surfer sur ce que j'appellerais la vague métaphysique. Se présentant comme un simple peintre de curiosité, ces tableaux, aussi bizarres et étranges fussent-ils, n'auraient jamais atteint une telle réputation, mais le début du XXe siècle fut l'époque de la métapsychique, continuant l'œuvre d'Alan Kardec, des spirites amateurs et des tables tournantes, l'esprit frappeur et l'ectoplasme, qui avait, 50 ans plus tôt, intéressé Victor Hugo lui-même. Le Sage, sans doute bien servi par cette mode, fut en toute modestie un simple peintre qui ne se reconnaissait que le titre d'humble messager d'une intelligence extérieure, naviguant bien davantage dans le monde du rêve que dans celui des hommes. Le troisième type d'artiste auquel je pourrais m'intéresser sera peut-être le plus intéressant, non pas parce que nous en sommes tous peut-être certains descendants, mais ce sont les artistes psychotiques et leurs œuvres, dont tout à l'heure, à la première intervention, on a déjà parlé, particulièrement Wolfli, qui est la figure phare de l'art brut, si on veut lui donner absolument une définition à cet art. Est-ce qu'il y a des questions? Parlez pas tous à la fois. On fait la pause. Merci. Merci.